Dossier de presse, article écrit par Paul Chacornac, intitulé La vie simple de René Guénon, paru dans l'Égypte Nouvelle le 30 janvier 1953. Tout d'abord, un message de la rédaction. Tant qu'il a respiré, René Guénon, en islam Cheikh Abdelwahid Yahya, a connu la paix dans cette presque solitude que de subtils barrages avaient su organiser autour de sa méditation. Il ne communiquait avec le monde extérieur qu'à travers ses ouvrages et la volumineuse correspondance qu'il entretenait avec les admirateurs demeurés jusqu'au bout inconnus. Les rares visiteurs qu'un savant filtrage laissait accéder jusqu'à lui ou taisaient leur impression, ou s'efforçaient à crocheter de traviole l'énigme qu'il demeurait pour eux. Nous en avons connu de ces prospecteurs, et non des moindres, qu'un rationalisme terre-à-terre avait aveuglé au point de n'avoir rien pressenti de l'homme frôlé au hasard d'une rencontre. Dès qu'il eut rendu le dernier soupir, les aspirations, les vocations, les apostolats se sont soudain multipliés comme nuées de sauterelles sur sa tombe. Il s'est débité à l'eau d'impostures d'autant péremptoires qu'elles échappaient au contrôle du principal intéressé. L'on vit alors combien la retraite dans laquelle il s'était réfugié vivant le desservait une fois mort. Loin de servir sa doctrine, le fâcheux tintamarre le déviait accréditant les légendes les plus insensées. On comprend sans peine que les amis de René Guénon, les amoureux de sa pensée, aient décidé de chercher ensemble, loin du tumulte de la foire, les moyens de sauvegarder l'intégrité de cette doctrine et, par la même occasion, d'en transmettre le message réel à leurs contemporains. Si nous ne sommes pas d'accord sur le secret dont ils désirent entourer leurs travaux, conception qui témoigne d'une regrettable confusion entre l'auteur amoureux du silence et son œuvre destinée indiscutablement à la plus grande diffusion, nous ne pouvons qu'applaudir à l'effort entrepris pour en faciliter la connaissance, pour amener au maître les adhésions que son labeur présupposait. Dans le but de participer à cet effort, nous publions plus bas une passionnante biographie de René Guénon due à la plume d'un de ses familiers, M. Paul Chacornac. Nul n'était plus qualifié que ce disciple, entre guillemets, de la première heure, nous projeter des lumières précises sur les étapes essentielles de la vie du défunt et de sa conception métaphysique. L'auteur lui-même vous dira le pourquoi tout à l'heure. Notre seul regret est d'être contraint de morceler la précieuse étude en 2 ou 3 livraisons, l'espace vital réellement exigu dont nous disposons ne nous permettant pas de longues randonnées. Voici maintenant l'écrit de Paul Chacornac. Les lecteurs de René Guénon vont s'étonner de trouver ici, non pas certes une biographie de notre regretté collaborateur, mais du moins quelques renseignements concernant son individualité. Par suite, nous devons tout d'abord justifier la publication de la présente étude. René Guénon a dit et redit que, dans le domaine traditionnel, les individualités ne comptent pas. Mais nous ne pouvons pas faire que le monde où nous vivons ne s'intéresse pas aux individualités, et à défaut de pouvoir en écrire l'histoire, ne construit sur elles des légendes dans des intentions qui peuvent être d'ailleurs fort différentes et même opposées. Au matin du 9 janvier 1951, nous parvenait le télégramme du médecin qui avait soigné René Guénon, nous apprenant la mort de ce dernier. Dans la soirée, la radiodiffusion française, à notre grande surprise, annonçait la nouvelle qui était reprise par plusieurs journaux le lendemain matin. Depuis lors, les articles et notices nécrologiques se sont multipliés dans la presse quotidienne et hebdomadaire, ainsi que dans des revues. Beaucoup de ces articles sont excellents et compréhensifs, mais bien des erreurs ont aussi été dites et imprimées depuis 6 mois. Nous ne saurions les relever toutes ici, mais il est quelques-unes auxquelles nous pouvons dès maintenant opposer un démenti catégorique. René Guénon n'a jamais été professeur à l'université de Sylvain Lévy ou de qui que ce soit. Il n'est jamais allé aux Indes et n'a pas davantage séjourné pendant sa jeunesse dans un monastère tibétain. Comme on le verra plus loin, ses contacts avec les représentants des traditions orientales ont eu lieu en Europe et en Afrique du Nord. Pour mettre fin à ces légendes, le plus simple est de suivre René Guénon dans les diverses étapes de son existence. C'est à Blois,
rue Croix-Boissée, dans le faubourg de Vienne, sur la rive gauche de la Loire, que naquit le 15 novembre 1886 René Jean-Marie-Joseph Guénon, d'une très bonne famille de la bourgeoisie catholique. Son père, Jean-Baptiste Guénon, architecte, et sa mère, née Joly, étaient tous deux d'origine blésoise. Le jeune René fut ondoyé le 4 janvier 1887 et baptisé le 15 novembre de la même année en l'église paroissiale de Saint-Saturnin. Quelques années plus tard, vers 1894, son père, alors architecte expert de la société d'assurance La Mutuelle de Loir-et-Cher, acquitte au 74 de la rue de Foix, dans le faubourg du même nom, sur la rive droite de la Loire, une maison avec jardin qui devint pour René Guénon la vraie maison familiale, où il retournera presque chaque année jusqu'à son départ de France. La santé délicate de René Guénon pendant son enfance donna bien des soucis à ses parents qui l'entourèrent de soins, d'autant plus attentifs que leur autre enfant, une fille, mourut à l'âge de 4 ans. La première instruction fut donnée au jeune René par sa tante maternelle, Madame Duru. Puis, après sa première communion, qui eut lieu le 7 juin 1897, en l'église de Saint-Nicolas, ses parents le firent admettre à l'école de Notre-Dame-des-Aides, située rue Franciade, dont les cours étaient communs avec ceux du petit séminaire. Il resta dans cette école où il fut brillant élève d'octobre 1897 à juillet 1901, et la quitta, étant en seconde, pour entrer au collège Augustin-Thierry en janvier 1902. En rhétorique, René Guénon fut considéré là aussi comme un sujet particulièrement bien doué. Mais sa santé, toujours chancelante, l'empêcha bien souvent de suivre les cours du collège régulièrement. L'année suivante, en 1903, étant en philosophie, René Guénon prit part au concours général où il obtint un accessit en physique. Il reçut également un prix de la Société des sciences et lettres de Blois. Ayant obtenu le 2 août 1902 son baccalauréat première partie, il devint le 15 juillet 1903 bachelier en lettres et philosophie. Entré en mathématiques élémentaires en 1904, il reçut la plus haute distinction du collège, la médaille offerte par l'Association des anciens élèves. À ce moment, ses professeurs l'engagèrent à poursuivre ses études de mathématiques à Paris, où René Guénon arriva en octobre 1904 pour se faire admettre en qualité de taupin, c'est-à-dire élève de mathématiques spéciales au collège Rollin. Son intention était alors de préparer la licence de mathématiques. Là encore, la santé toujours précaire fut un obstacle à ses progrès, et en 1905, il se fit inscrire pour suivre des cours supplémentaires à l'association des candidats à l'école polytechnique et à l'école normale, et en 1906, il semble bien qu'il abandonna ses études universitaires. Les renseignements très précis que nous venons de donner et qui nous ont été fournis par monsieur le curé de Saint-Saturnin, par monsieur le proviseur du collège Rollin, aujourd'hui lycée Jacques Decour, que nous remercions pour leur extrême obligeance, par l'office du baccalauréat à Paris et enfin par le livret scolaire de René Guénon au collège Augustin-Thierry, tous ces renseignements, disons-nous, permettent de suivre René Guénon jusqu'à sa 20e année et prouvent surabondamment qu'aucun séjour en Orient ne saurait se placer dans cette période. René Guénon en était arrivé à cette période de la vie où, très fréquemment, l'esprit ne se satisfait plus des seules études classiques. Il crut, comme bien d'autres avant lui et après lui, trouver un élargissement de son horizon intellectuel en se tournant vers les doctrines néo-spiritualistes en vogue à cette époque. Amené par un de ses amis, il suivit les cours de l'École supérieure libre des sciences hermétiques, dirigée par le docteur Gérard Ancos, qui, sous le pseudonyme de Papus, fut le chef incontesté du mouvement occultiste. Apportant à sa recherche le sérieux et le soin méticuleux qu'il mettait à toute chose, René Guénon se fit admettre dans la plupart des organisations qui se groupaient autour de ce mouvement. Ordre martiniste, rite de Memphis, rite espagnol, église gnostique. Aujourd'hui qu'on sait, et surtout grâce à lui, à quoi s'en tenir sur le caractère fantaisiste ou irrégulier de ces organisations, le lecteur peut éprouver quelques surprises en apprenant que René Guénon y est appartenu. C'est là une question qu'il faut aborder franchement et qui ne diminue en rien la pénétration et la perspicacité de notre regretté collaborateur. Il n'y avait en effet rien d'invraisemblable, a priori.
à ce que l'ancien ordre des élus Cohens, fondé au XVIIIe siècle par Martine de Pascalie, ait survécu jusqu'à la fin du XIXe siècle et qu'une transmission régulière ait donné ainsi naissance à l'ordre martiniste. Il n'était pas absolument exclu non plus qu'un courant gnostique se fût perpétué à travers l'albigéisme et se fût maintenu d'une façon souterraine jusqu'à nos jours. En 1938 encore, Charbonneau-Lasset ne disait-il pas à notre collaborateur Jean Rayeur que des personnes dignes de foi avaient affirmé la survivance de rites cathares au sein de certaines familles du sud-ouest de la France ? Nous savons maintenant qu'il n'y avait rien de tel dans l'ordre martiniste, ni dans l'Église gnostique. Mais il n'y avait alors pas d'autre moyen de le savoir que d'entrer dans ces organisations, car celles-ci se présentent avec un caractère plus ou moins secret. Il était normal qu'elles ne fournissent pas au public les preuves de leur filiation. L'attitude de René Guénon en cette période 1906-1909 était donc parfaitement normale et devait dans l'avenir se révéler providentielle, puisqu'elle a permis que d'autres après lui évitent de s'engager dans des voies sans issue et d'y perdre au moins leur temps. René Guénon ne devait pas en perdre beaucoup, car dès septembre 1909 il écrivait, ouvrez les guillemets, « Il est impossible d'associer des doctrines aussi discutables que le sont toutes celles que l'on range sous le nom de spiritualisme. De tels éléments ne pourront jamais constituer un édifice stable. Le tort de la plupart de ces doctrines soi-disant spirituelles, c'est de n'être que du matérialisme transposé sur un autre plan, et de vouloir appliquer au domaine de l'esprit les méthodes que la science ordinaire emploie pour étudier le monde illique. Ces méthodes expérimentales ne feront jamais connaître autre chose que de simples phénomènes, sur lesquels il est impossible d'édifier une théorie métaphysique quelconque, car un principe universel ne peut pas s'inférer de faits particuliers. D'ailleurs, la prétention d'acquérir la connaissance du monde spirituel par des moyens matériels est évidemment absurde. Cette connaissance, c'est en nous-mêmes seulement que nous pourrons en trouver les principes, et non pas dans les objets extérieurs. Fermez les guillemets. Convaincus que les organisations occultistes ne détenaient aucun enseignement sérieux et dirigeaient leurs membres vers un faux spiritualisme incohérent et dépourvu de base traditionnelle, René Guénon songea à grouper les éléments les plus intéressants de ces organisations dans un ordre du Temple, qui, bien que dépourvu d'une transmission initiatique régulière, aurait pu constituer un groupe d'études du genre de ceux dont l'auteur d'Orient et Occident devait plus tard envisager la possibilité. Mais ce groupe n'eut qu'une existence éphémère et les dirigeants du mouvement occultiste n'eurent aucune peine à reprendre en main la plupart des éléments qui avaient un moment échappé à leur influence. Après sa rupture avec les organisations occultistes, René Guénon fut admis à la loge Théba, relevant de la Grande Loge de France, rite écossais ancien et accepté. Il devait rester en activité dans cette obédience jusqu'à la guerre de 1914 qui mit les loges en sommeil. Après la guerre, entièrement absorbé par son œuvre publique, il ne reprit pas d'activité sans cesser pour cela de s'intéresser à la maçonnerie et d'entretenir des relations avec des membres des différentes obédiences. Article à suivre.